Philippe Roth ayant des rapports difficiles avec l'Angleterre, je ne suis pas persuadé que le mot d'humour convienne exactement pour la vis comica de Philippe Roth. C'est-à-dire, j'ai le souvenir du premier livre de lui que j'ai lu. Je l'ai lu assez tard, parce que j'étais bêtement un jeune homme très snob. Alors comme Philippe Roth vendait beaucoup d'exemplaires, du coup je lisais pas ses livres, je lisais les livres que personne ne lit. Et donc je suis tombé sur Portnoy et son complexe, la complainte de Portnoy, un âge canonique, je devais avoir 25 ans ou 24 ans, quelque chose comme ça. Et c'était hurlement de rire que j'avais. Vous voyez, c'était pas de l'humour subtil, anglais, etc. C'est qu'il y a un sens de la farce très très fort. Je pense au théâtre de Shabbat ou à des livres très spectaculaires comme ça. C'est que c'est un rire qui est très ravageur, quoi. C'est pas du tout un rire poli, c'est un rire qui ravage, quoi. Et le livre, en tout cas, parle de gens qui sont absolument désespérés, qui sont déplacés, qui ne se sentent pas à leur place. L'amante anglaise n'est pas à sa place, elle a un mariage malheureux, elle n'a pas aimé avoir un enfant, elle n'aime pas son mari. Le narrateur, l'écrivain américain, Philippe, ne pense lui qu'à son terme à venir. Il est vieux, il est avec une femme jeune, il sait qu'il mourra avant elle, il pense à son terme. Tous les réfugiés tchèques qui le visitent sont désespérés parce que ça se passe mal, parce que le passage du bloc de l'Est au bloc de l'Ouest s'est pas passé comme il le souhaitait. Rosalie Nichols est en train de mourir. Vous voyez, c'est que des histoires tragiques, et pourtant le livre est drôle. Paradoxalement drôle, quoi. Et il m'importait effectivement de retranscrire ça. Il n'y a pas de stratégie quand vous voulez être drôle, vous voyez, c'est comme les... Mais je ne saurais pas... Est-ce que je sais raconter des histoires drôles à table? Non, pas très bien. Pour vous, je n'ai qu'une anecdote qui est dans une scène que personnellement je trouve assez drôle. Quand je lisais le texte avant avec Denis, je lis le texte avec chacun des acteurs, mais jamais ensemble. Ça, je le garde pour le tournage. Et je lis une fois, comme ça, pour voir ce qui marche pas, pour le guider, pour modifier un peu les dialogues. Et quand on est arrivé sur la scène du mariage mixte, où Philippe raconte une visite à son père à Newark, où il parle du mariage mixte pour un juif, avec une portoricaine, etc. Et donc moi je pensais que la scène était trop longue, je la trouvais peut-être trop bavarde, je me disais Denis va s'ennuyer, etc. Et Denis, lors de notre lecture, m'a demandé, bien avant de jouer, un mois ou un mois et demi avant de jouer, il m'a dit, est-ce que je pourrais l'essayer moi? Et au lieu de la raccourcir, il l'a développé. C'est-à-dire tout d'un coup, il s'est mis à rajouter des dates des guerres qu'il connaissait, la guerre du Liban, la guerre des 6 jours, etc. Et tout d'un coup, ça devenait de plus en plus épique, et ça devenait de plus en plus farcesque. Et dans le film, il la raconte non pas une fois, mais 2 fois. Il la raconte une fois à son amante, et on voit son souvenir, il la raconte au père. Donc on a le double de l'argumentation. Donc c'est 2 fois plus drôle. Mais est-ce que c'est de l'humour? Je crois pas, je crois que c'est terriblement drôle. Mais l'humour, je crois que c'est pas exactement le... Enfin, c'est pas le premier mot qui me viendra à la bouche. Ce qui est invité à l'adaptation, c'est que le livre sont des dialogues sans didascalie. Il n'y a même pas elle, lui. Donc dans mon exemplaire, la première fois que j'avais lu, était annoté, oui, on essaye de deviner, etc. Et je voudrais vous citer un dialogue qui est très court, dont je me souviens dans le livre, et qui invite à l'adaptation. Donc il y a des petites étoiles comme ça entre chaque fragment comme ça qui recueille au temps, le temps qui fait tout disparaître, qui recueille comme ça des instants. Et un instant, c'est « Oh, une nouvelle ceinture ». Alors ça peut très bien être un homme qui dit ça à une femme, la déshabillant, ça peut être une femme qui déshabille un homme en certaines circonstances, et qui voilà qu'elle remarque une nouvelle ceinture. Et lui se souvient de ça. De son épouse, il s'en souviendrait pas si elle avait dit ça. De toute façon, ils auraient été acheter la ceinture ensemble, il serait rentré en disant « Ma chérie, j'ai acheté une nouvelle ceinture ». Il n'y aurait aucun miracle qui se produirait. Mais là, c'est une aventure extra-conjugale. Ça invitait aussi à une forme d'érotisme ou d'obscénité. Donc du coup, on avait proposé à Léa de l'habiller avec une collerette de première communiante. Et la voilà qui est à genoux devant son compagnon qui est debout. Elle le déshabille, elle le dépiote. Et avec un air de sainte, elle lui dit « Oh, une nouvelle ceinture !» Et il y a un iris qui se ferme autour du visage, et je trouve ça désopilant.
Ben, c'est toujours comme toujours, c'est en 3 étapes. Il y a une étape, bien sûr, au montage avec Laurence Briot, mais il y avait une étape très importante avec Julie Père, qui est la co-scénariste du film, qui est une amie, qui habite aux États-Unis, ce qui n'était pas inutile. Et on travaillait pendant le confinement, donc on travaillait par Zoom, par Skype, on faisait des échanges, etc. Alors moi, j'avais l'avantage que je connaissais le livre un peu par cœur, puisque c'était un très très vieux projet, donc je connaissais tout. Et il fallait que ce soit déstructuré, mais ça, le roman peut se le permettre. Mais le cinéma est beaucoup moins libre que le roman. Il faut quand même... on a plus besoin de structurer, vous disiez déstructurer, le livre l'est, mais il fallait quand même donner une forme. Alors cette forme, elle est venue par plusieurs chemins. La plus grande difficulté qu'on a eue avec Julie dans l'adaptation du livre, c'est que ce sont les moments d'une histoire d'amour. C'est des moments d'une histoire d'amour qui se délitent, qui se revient, qui se dissipe, etc. Puis c'est un souvenir confus pour pour l'écrivain, l'écrivain américain. Vous voyez, on se dit, mais quand est-ce qu'ils sont ensemble, quand est-ce qu'ils ne le sont plus? Et on ne comprend pas très bien où à un moment ils étaient ensemble, et à un moment ils étaient plus. Ce qui est très proche de la vie, c'est très proche de ce type de liaison. Un mariage, on divorce, mais une relation extra-conjugale, ben, un jour on se voit plus. Voilà, c'est tout. Ça s'est dissipé comme, vous voyez, comme l'eau peut dissiper un château de sable. Et donc il a fallu que, et moi je tenais absolument à ce qu'on n'invente rien, qu'on garde les mots de Roth, il fallait fabriquer la rupture. Et ce qu'on a structuré dans le récit, c'est en fait en relisant le livre, en arrangeant les chapitres, je me suis dit, bah oui, voir Rosalie Nichols, ce qui n'est pas dans le livre, dans le livre c'est 3 coups de téléphone, mais la 3e visite, je tenais à ce que ce soit une visite, il voit une étudiante américaine qu'il avait sur un campus, donc je me dis, bah, en fait son travail l'appelle à New York. Mais elle, l'amante anglaise pendant ce temps, elle reste avec son affreux mari sportif, et voyez, elle se dit, bah, un jour ou l'autre, c'est pas vrai, un jour ou l'autre il va se barrer, quoi. Ouais, il écrit à Londres, il va écrire un roman ou deux, puis il va se barrer, il va rentrer, c'est un juif new-yorkais, il restera jamais ici, et je l'aurais perdu, donc autant prendre les devants, et c'est moi qui l'abandonne. Et ça, construire la rupture, ça a été notre tour de force avec Julie Père. Après, avec l'opérateur, puisque c'est les 3 temps de Truffaut, hein, qu'il faut filmer contre ce qu'on a écrit et monter contre ce qu'on a tourné, avec Yorick Le Sceau, on s'était dit, ce que j'ai proposé, le directeur de la photographie, c'est qu'on sépare le film en 4 saisons. Et donc au début, ça va moyen, ils couchent plus trop ensemble, c'est plus son truc, et c'est l'automne. Et elle écoute La jeune fille et la mort, et voilà. Et puis après arrive l'hiver, et il y a un regain de passion, et il s'aime follement, et c'est les jours heureux. Et puis arrive le printemps, les bourgeons, et là l'amour se délite, et c'est terminé. Et à ce moment-là, c'est en été, ils sont totalement désespérés, lui va mourir, et elle est toute seule. Et je trouvais que les saisons aillent à contre-courant, vous voyez, des mouvements du cœur, c'était quelque chose, là encore, qui venait structurer un récit, qui pourtant est très très évanescent. Et avec Laurence Briot, la monteuse, on s'est décidé à inscrire cette structure dans le film, c'est-à-dire d'avoir des formes de chapitres qui n'étaient pas prévues au scénario, et qui viennent rythmer le film, et qui permettent au spectateur de s'y repérer. J'aime pas perdre le spectateur, j'adore moi être perdu parfois. J'ai vu récemment un film dans lequel je suis totalement perdu, La fièvre de Petrov, et j'adorais être perdu dans La fièvre de Petrov, mais par tempérament, quand je fabrique un film, j'aime bien que les spectateurs aient des petites bornes et qu'ils sachent bien s'orienter. Je crois que c'est... Je crois pas, j'en suis sûr. Je me souviens pas de la citation par cœur et j'ai honte de ne pas l'avoir amenée ici et de ne pas avoir une fiche, de pouvoir vous la sortir et vous la produire. C'est dans La contre-vie. Il écrit « Je n'existe pas. Je suis un théâtre. Je ne suis que la succession des rôles que j'essaie d'incarner. » Et c'est une idée qui est très profonde chez Roth, c'est que le jeu, c'est une blague. C'est dérisoire, ça n'existe pas. Et que le matin, on ne se réveille pas à être humain. C'est pas vrai. On fait tout le temps semblant, on fait semblant, on n'est qu'une succession, on sait jouer quelques rôles, alors du coup on fait le juif, on fait l'écrivain, on fait l'intellectuel, on fait le fils, on fait l'amant, on fait le mari, mais on le fait. Vous voyez, donc on se dit, je le fais parce que je crois que c'est comme ça, et vous voyez, mais on n'est pas exactement, on ne cesse de ne pas correspondre à ce qu'on est. Et c'est ça la farce, c'est ça l'éclat de rire, vous voyez. Alors, l'autobiographie, pour moi, le choc quand j'ai lu
Et quand j'ai lu Portnoy, le choc que ça a été pour moi, c'était un moment de ma vie où je suis né en province, j'arrivais, j'avais fait une école de cinéma, et je crois, je suis sorti de l'école de cinéma très mécontent, et je pensais que je n'étais pas entré dans la question du cinéma, que j'étais resté sur la rive. Et alors j'écrivais des trucs à l'école qui n'étaient pas bons, qui m'intéressaient pas, qui n'intéressaient personne d'ailleurs. Et vous voyez, j'ai pris un accent parisien à couper au couteau, alors que j'avais l'accent roubaisien quand j'étais arrivé à l'école. Et puis, tout d'un coup, je suis tombé sur Roth, qui écrivait tous ses livres se passaient à Newark. Et ça m'a frappé. Vous voyez, c'est qu'il faisait quelque chose qui était sublime, c'est qu'il s'utilisait comme matériel. Il s'utilisait comme matériel. Mais pas avec le sens qu'il était exceptionnel, avec le sens qu'il était invraisemblablement commun. Et ça, c'était magnifique. Vous voyez. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse ça. Il faudrait que tous mes films se passent à Roubaix. Alors, celui-là se passe à Londres. Mais, vous voyez, c'est de se servir, d'être à soi-même son propre matériel. Et ce qui m'avait ému particulièrement, c'est que j'ai un rapport très fort aux acteurs qui sont à eux-mêmes leur propre matériel. C'est que quand vous êtes écrivain, vous avez des mots. Quand vous êtes musicien, vous avez des notes. Quand vous êtes peintre, vous avez des pinceaux, des installations, vous avez des outils. Et quand vous êtes acteur, le seul outil, c'est vous. Et l'audace de Roth, c'était de dire, mon premier outil, mon outil grotesque, ce sera moi. Je vais me servir de moi pour raconter des blagues. Et ça, c'était très très libérateur pour moi. Ça se passe pas par, si je peux me permettre, ça se passe pas par indication. Parce qu'il y en a 1000 des indications, ou 10 000, ou 100, je les bombarde d'indications, je les j'aime en paix, puis je prends le rôle, je joue les rôles, je joue l'amante anglaise, je joue Ivan, bien sûr je joue, je n'arrête pas de jouer. Donc en jouant, puis je leur dis, vous prenez dans ce que je joue, vous prenez ce qui vous intéresse, et ce qui vous intéresse pas, vous le rejetez. Avec Seydoux, c'est singulier, parce que je sentais, après avoir fait Roubaix une lumière, la connaissant un peu, puis on est vraiment bons camarades, qu'elle pourrait prendre la parole. Vous voyez, qu'elle pourrait prendre la parole et parler de ce que elle pense que c'est d'être une femme qui pense qu'elle n'est plus jeune, alors que moi je la trouve très jeune, mais elle trouve qu'elle ne l'est plus. De ce que c'est avoir un enfant, de ce que c'est les amours déçus, de ce que c'est le couple, de ce que c'est le divorce, la séparation, la peur du divorce, la peur de ce que c'est l'ennui, la banalité, de ce que c'est se sentir pas belle, de ce que c'est se sentir glorieuse, et que elle pourrait prendre la parole. Et c'est cette prise de parole qui était importante pour moi, parce que pour moi, elle était comme un hommage à Roth. C'est que Roth, il laisse ses personnages le déborder. Ces personnages ne répondent pas à un programme qui aurait été préécrit et auquel ces personnages doivent. C'est-à-dire que, évidemment, que l'amante anglaise le déborde. Je pense à ses derniers mots lors de l'épilogue. Il lui dit, alors tu serais Nausicaa, Calypso. Elle dit pas du tout, je serais Homère. Et c'est que dans cette histoire d'amour, elle trouve, dans l'écoute que Philippe peut avoir pour elle, elle trouve les moyens de se réapproprier elle-même et de se raconter elle. Et c'est ça, ce vertige qui est entre le narrateur et ses personnages, que je trouve très bouleversant dans les livres de Roth.